Sont tout d'abord Dr. François Aumont, directeur par intérim de la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique, Dr. Omobola Sobanjo, directrice par intérim de la Direction de santé publique, M. Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaires Aricana, puis Mme Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Dr. Aumont, je vous laisse dès maintenant la parole. Merci beaucoup et bienvenue à ce point de presse. Tout d'abord, les condoléances. Comme d'habitude, on a un nouveau décès depuis mardi. Donc, le CISAT offre ses condoléances à la famille et aux proches. Ça porte le nombre de décès à 18 depuis le 5 décembre, qui est la date du début de la 5e vague. La situation demeure serrée, même parfois critique à l'hôpital, avec 40 patients atteints de la COVID qui sont admis. Environ la moitié, donc, sont des cas primaires, dont 2 qui sont aux soins intensifs. Donc, c'est un sommet, depuis le début de la première vague, c'est un sommet dans le nombre d'hospitalisations COVID au sein de nos installations. Par contre, nous sommes en mesure d'offrir et nous serons en mesure de continuer à offrir les services. On parle peut-être d'un aplatissement de la vague. On ne sait pas si on a atteint le sommet. On pense que ça va continuer à monter encore, mais on est assuré de continuer d'assurer les services d'urgence, d'hospitalisation, de soins intensifs et de blocs opératoires urgents et prioritaires pour toute notre clientèle. On a 150 employés environ qui sont absents, soit parce qu'ils ont la COVID, soit parce qu'ils sont en contact ou qui sont en attente d'un dépistage. Et c'est donc une augmentation qui nous rajoute une certaine pression. On est toujours en niveau 3 de délestage, contrairement à plusieurs régions qui sont en niveau 4, donc ce qui nous permet de garder encore certaines activités électives et l'ensemble de l'accès à nos plateaux diagnostiques. On rappelle toujours les mêmes consignes. Si vous avez des symptômes, il faut s'isoler et toutes les mesures sont accessibles sur www.quebec.ca. Merci, Mme Charbonneau. Je répondrai aux questions plus tard. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Dr. Sobanjo. Oui, bonjour. Merci pour cette opportunité de pouvoir partager avec vous les informations concernant la pandémie en Abitibi-Témiscamingue. Les données des derniers jours sont toujours en évolution, c'est-à-dire hier, c'est 125 nouveaux cas qui se sont confirmés et déclarés à la santé publique par les laboratoires. On constate une légère augmentation comparativement aux premières journées de la semaine. Toutefois, malgré ou contrairement à ce qu'on avait dans les derniers jours, le nombre de tests admissibles a augmenté. Donc, on a 473 tests qui ont été admissibles et de ce nombre, c'est 20% qui sont sortis positifs. C'est-à-dire 1 sur 5 des tests effectués dans le laboratoire sont positifs, ce qui est encore très élevé. Une autre chose à mentionner, c'est que cette semaine, c'est 4 décès qui ont été déclarés. Toutefois, dans les dernières 24 heures, aucun nouveau décès n'a été déclaré. Je me joins à Dr. Aumont pour exprimer mes condoléances aux familles et proches des personnes endeuillées. Également, nous avons des éclosions qui sont en cours. Il y a 18 éclosions en cours qui sont majoritairement dans le milieu de soins et le milieu de vie. On continue à demander la collaboration des personnes qui se rendent sous ces unités-là ou dans ces milieux de vie de respecter rigoureusement les consignes de prévention et contrôle d'infection. Les personnes qui ont des symptômes ne devraient pas se présenter, même si vous êtes proche aidant, si vous avez des symptômes, il faut éviter de visiter lorsque vous avez des symptômes. Aussi, les personnes qui ont eu la COVID et qui ne fait pas 10 jours ne devraient pas se rendre dans les milieux de vie. Pourquoi? Malgré le fait que les personnes qui ont eu la COVID et qui sont doublement vaccinées, suite à une amélioration des symptômes et plus de 24 heures sans fièvre, peuvent mettre fin à leur isolement
il faut éviter de fréquenter des milieux où il y a des personnes vulnérables. Donc, ces personnes doivent éviter de se rendre dans les milieux de vie et dans les unités, particulièrement lorsqu'il y a une éclosion. C'est aussi important de comprendre que l'isolement, ça veut dire on reste chez nous et on ne reçoit pas les visites. C'est important de bien respecter la période d'isolement et de ne pas mettre fin à l'isolement si on a encore des symptômes importants. Il y a des personnes qui pensent que lorsque le temps est terminé, si j'ai fini mes 5 jours, si j'ai 2 doses de vaccin ou mes 10 jours, si je ne suis pas vaccinée, si j'ai encore des symptômes qui persistent et qui ne sont pas améliorés, il ne faut pas mettre fin à l'isolement. Toutefois, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire les symptômes sont améliorés, et il n'y a pas eu de fièvre pendant plus de 24 heures, la personne peut mettre fin à son isolement et n'a pas besoin de répéter un test. Le test à la fin d'isolement n'est requis que pour les élèves qui doivent retourner dans le milieu scolaire ou les enfants qui retournent au service de garde. Pour les personnes 12 ans et plus, le test à la fin d'isolement n'est pas requis. D'autres éléments à mentionner, c'est on entend des gens qui veulent se rappeler des symptômes. Donc, pour l'Omicron, c'est qu'on constate que c'est plus fréquent d'avoir des mal de gorge ou même des fois, ça commence avec un grattage dans la gorge, des nez qui coulent qui ne sont pas l'habitude. Donc, si quelqu'un commence à avoir un nez qui coule et le cause n'est pas connu, quelqu'un qui ressent des mal de tête, quelqu'un qui a une fièvre, un toux et des douleurs musculaires, la fatigue, ce sont des symptômes qui sont plus fréquents avec l'Omicron. Le perte d'odorat et de goût, c'est moins fréquent, mais aussi fait partie des signes et des symptômes de la COVID-19 et pour lesquels les gens doivent s'isoler et les membres de famille aussi, de ceux qui habitent dans le même domicile, doivent s'isoler dès l'apparition des symptômes. Si le test rapide est disponible, la personne doit passer un test rapide. Si les résultats de premier test est négatif, toute la famille et les personnes qui résident dans la même maison doivent demeurer en isolement jusqu'à temps qu'il y ait un 12e test qui est fait à l'intervalle de 24 ou 36 heures plus tard. Si le 12e test est négatif, c'est maintenant que les contacts domiciliaires peuvent reprendre leurs activités. La personne elle-même qui a des symptômes doit reprendre si son état le permet. Mais si la personne est encore très malade, il faut attendre et faire une évaluation, appeler les 811 pour avoir une évaluation sous qu'est-ce que ça pourrait être, autre que la COVID. C'est important aussi de se rappeler que c'est la raison pour laquelle les consignes sont là, pour lesquelles on doit rester dans notre boule familiale et ne pas commencer à faire des rassemblements. C'est parce que la transmission est encore présente. Et à chaque fois qu'on a des personnes qui sont positives, il y a une implication sur la personne elle-même, mais aussi l'entourage, parce que, comme je viens de nommer, les contacts domiciliaires aussi doivent s'isoler. Donc, si on respecte les consignes, on diminue le risque de contracter la COVID et les impacts pour le membre de nos familles et notre entourage, parce qu'on ne veut pas qu'aux autres doivent s'absenter du travail ou s'absenter de l'école pendant plusieurs jours, alors qu'on aurait pu éviter une telle contamination. C'est aussi important de mentionner que pour les écoles, lorsqu'on a un nouveau cas ou une personne qui a fréquenté un milieu de garderie, soit la garderie ou l'école, un enfant de moins de 12 ans qui présente des symptômes et la personne, le parent passe un test rapide et le test est positif, les autres élèves de la classe n'ont pas à s'isoler. C'est-à-dire, ils ne seront pas retirés de l'école ou de la garderie, ils vont pouvoir poursuivre leur fréquentation de ce milieu en autant qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc, il y aura un changement qui fait en sorte que lorsqu'il y a une personne ou un cas confirmé dans une classe, les autres élèves et les autres membres des contacts scolaires n'ont pas à s'isoler d'emblée. C'est seulement les autres fratries, les autres personnes qui résident avec la personne qui doivent se retirer de leur milieu et s'isoler. C'est aussi une autre question qu'on reçoit souvent, c'est si un membre, donc mettons que nous avons une famille de 5, la famille de 5, la première personne débute ses symptômes
le 10 janvier. Toute la famille doit se mettre en isolement à partir du 10 janvier. Ceux qui sont doublement vaccinés doivent s'isoler pour 5 jours. Mettons que le 12 janvier, un autre membre de la famille commence à avoir des symptômes. La deuxième personne qui commence à avoir des symptômes doit commencer à compter sa période d'isolement à partir du 12 janvier. C'est-à-dire, la deuxième personne va s'isoler jusqu'au 17 janvier. Les autres 4 membres de la famille vont s'isoler jusqu'au 15. Si la première personne qui a commencé les symptômes le 10 est rétablie, c'est-à-dire n'a plus de symptômes, les symptômes sont améliorés et la personne n'a pas eu une fièvre, la personne peut mettre fin à son isolement le 15, si c'est un enfant de moins de 12 ans ou un adulte adéquatement vacciné. Les autres membres de la famille qui ont isolé jusqu'au 15, qui n'ont toujours pas développé de symptômes, peuvent aussi reprendre leurs activités s'ils sont doublement vaccinés. Si dans une autre semaine, une troisième personne qui n'a pas eu de symptômes dans la première période d'isolement développe des symptômes, les 3 autres qui n'ont pas été symptomatiques dans la première exposition, c'est eux qui doivent retourner en isolement. Toutefois, si personne développe des symptômes autres, le premier qui a commencé ses symptômes le 10 janvier termine son isolement le 15 janvier. Le deuxième qui a débuté ses symptômes le 12 termine le 17 et les autres membres peuvent commencer à reprendre leurs activités si les conditions sont remplies le 15 janvier, alors qu'une personne a encore 12 jours à compléter. Nous allons faire des outils qui expliquent et qui clarifient pour faciliter la séquence et la compréhension de comment, à quel point ou à quel moment on peut arrêter ou mettre fin à notre isolement pour pas que les gens passent des semaines en isolement. Donc, ça fait le tour de mes messages. Je vais être disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci, M. Roy. Je vous invite à poursuivre. Oui, donc bonjour Madame Charbonneau, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation au CISAT. Donc, peut-être avant de commencer, j'aimerais également offrir mes condoléances aux familles endeuillées, donc toutes mes condoléances. Pour les centres de services scolaires, pour l'ensemble de la région, je vous dirais que la situation est présentement viable, mais je vous dirais quand même fragile là, pour l'ensemble des centres de services scolaires. On sait que depuis le retour en présentiel le 17 janvier, l'objectif des centres de services et du ministère de l'Éducation est bien sûr de maintenir les écoles et les classes ouvertes. Donc, c'est sûr que pour arriver à maintenir les écoles ouvertes et les classes, on a vraiment besoin de la participation et de la collaboration de tous. Et je vous dirais plus particulièrement des parents de nos adolescents et de nos élèves adultes. Et tantôt, Dr. Sobanjo l'a abordé, mais on a vraiment 2 éléments importants qu'on veut répéter et qu'on veut que les gens nous soutiennent. C'est vraiment d'être très attentifs à l'apparition des symptômes. Il y en a été mention tantôt, il y en a plus d'une quinzaine. Donc, on vous demande vraiment d'être attentif à l'apparition des symptômes. Et advenant les symptômes, on vous demande vraiment de respecter et de vous isoler et surtout de respecter le temps ou la durée de l'isolement selon votre situation là, que Dr. Sobanjo a expliqué tantôt, parce que ça a des impacts importants au niveau de la présence des élèves, mais surtout au niveau de la présence du personnel. Donc, au niveau de l'absentéisme présentement, je vous dirais une estimation, je n'ai pas les chiffres exacts pour l'ensemble des centres de services, mais on a quand même fait une estimation. C'est présentement une centaine de personnes qui sont présentement en isolement, soit dû à des cas positifs ou à titre préventif. À titre d'exemple, pour le centre de services scolaires à Ricano, on parle environ de 5 % du personnel enseignant, 5 % du personnel de soutien et environ 2 % pour le personnel cadre et direction. Concernant nos élèves, depuis l'entrée au 17, donc on suit les statistiques, puis on verra avec l'évolution si on atteint un sommet ou plus une stabilité. Mais je vous dirais que présentement, pour le centre de services scolaires à Ricano, on parle environ de 6 % de notre clientèle.
C'est vrai pour les différents corps d'enseignement, donc autant au niveau formation professionnelle, au niveau de la FP-FGA, on parle d'environ 25 étudiants. Pour le secondaire, 80 étudiants qui sont présentement en isolement. Et pour le primaire, 130 élèves qui sont présentement en isolement, soit dû à un cas positif ou encore à titre préventif. Et là-dessus, on doit ajouter que pour le centre de service scolaire, 3 classes préscolaires sont présentement en mode virtuel. Tantôt, on a abordé un petit peu la question de la gestion des cas. Donc, Dr. Sobanjo l'a amené. On est vraiment dans un protocole et une stratégie qui est différente d'avant. Donc, avant, on avait une approche qui était plus au niveau du groupe. Donc, on faisait des tests, vraiment un cas qui était déclaré dans un groupe. On allait tester l'ensemble du groupe et on prenait une décision de fermeture de classe ou encore d'école. Présentement, la stratégie, elle est différente. C'est plus une stratégie au niveau des individus. Donc, on va isoler l'individu qui est positif ou qui a des symptômes. On va suivre l'évolution et advenant qu'il y a plusieurs élèves ou dans un même groupe, on pourra prendre différentes décisions. Mais comme je vous disais, l'objectif premier, c'est de maintenir les classes et l'école ouverte. Il se peut, par contre, qu'on puisse passer en mode virtuel, donc ou une bascule vers l'enseignement à la maison. Donc, je vous dirais, il y a 2 contextes là, qui peuvent arriver. Donc, on a un seuil, présentement, que le ministère de l'Éducation nous donne un seuil environ du 60 % et plus. Donc, si plus de 60 % des élèves sont touchés, on pourrait passer en mode virtuel. Ou bien sûr, dans l'autre cas, c'est la disponibilité, la présence de personnel, donc qui sont disponibles là, pour les classes. Donc, advenant qu'il y a un passage ou une bascule en mode virtuel, les parents seront informés. On a un délai minimum de 24 heures pour passer en mode virtuel. Concernant, il y a eu beaucoup de questions aussi, puis on le sait que dans la démarche, puis dans le protocole d'intervention, on demande le passage de tests de dépistage. On sait que ça a changé aussi, donc il existe 3 tests, là, puis on va essayer de se démêler dans les différents tests parce qu'on entend toutes sortes de choses. Il y a 3 tests de dépistage. Il y a le PCR qui appartient vraiment au milieu de la santé. En milieu scolaire, on a 2 types de tests. Il y a les BTNX, ce qu'on appelle les autotests, ce qui est distribué à la maison. C'est la fameuse petite boîte de 5 pour laquelle on devrait avoir des nouvelles livraisons. On est toujours en attente. Le ministère nous avait parler dans la semaine du 17 ou du 24. Donc, on est toujours en attente des tests BTNX, les autotests pour les élèves, surtout du primaire et du préscolaire. Donc, aussitôt que la livraison sera arrivée, ce sera un kit d'autotest par enfant là, qui sera remis. Donc, il y aura 2 types de distribution. Il y en a une qu'on attend vers la fin janvier, un autre en février. On a aussi, puis ce qui porte peut-être à confusion en milieu scolaire, on a un autre type de test qu'on appelle les PANBio, donc c'est les tests rapides en milieu scolaire, qui peut être passé à titre s'il y a des symptômes qui se déclarent durant la journée, et ainsi de suite, mais ils sont passés en milieu scolaire. Présentement, ils étaient réservés pour les élèves du primaire. Donc, présentement, on a une ouverture pour le ministère de l'Éducation à l'ouvrir éventuellement au personnel du primaire, secondaire, FP, FGA. Mais on est toujours en attente de consignes éventuellement pour des tests en milieu scolaire pour nos élèves FP, FGA ou encore pour le secondaire. Donc, on est toujours en attente, mais ces tests-là sont faits en milieu scolaire et bien sûr, sont faits avec les autorisations parentales. Donc, il n'y aura pas de test qui est fait en milieu scolaire si on n'a pas l'autorisation parentale. Et je veux aussi porter à l'attention que les milieux scolaires, c'est vraiment au dernier recours. Là, on n'est pas des centres de dépistage, mais c'est vraiment en cas de symptômes qui pourraient apparaître puis aider à la décision pour le personnel scolaire. Puis je vous dirais, en terminant, quand on applique l'ensemble de ces mesures-là, nos milieux scolaires, là, selon les différents experts de la santé publique, nos milieux scolaires sont sécuritaires. On est heureux de repartir en présentiel, mais si on veut garder ces avantages-là et on veut garder nos milieux scolaires encore sécuritaires pour une longue période, c'est bien sûr qu'on a un taux de vaccination qui est quand même élevé, là, qui est important, tant au niveau de notre personnel que les élèves. Donc ça, c'est un
un facteur de protection important. On est content du taux de vaccination. C'est sûr qu'on doit appliquer de façon très rigoureuse l'ensemble des mesures sanitaires. Et je terminerai mon point avec les recommandations du début. Donc, on a vraiment besoin de la collaboration de l'ensemble des parents pour être vraiment attentifs au dépistage des symptômes chez vos enfants et bien sûr de respecter la période d'isolement. De cette façon, nous maintiendrons des milieux scolaires qui sont sécuritaires et accueillants là, pour vos élèves, pour nos élèves et vos enfants. Donc, merci et je serai disponible aussi pour la période de questions. Merci, M. Roy. Madame Châteauvert, je vous laisse le soin de compléter la présentation. Oui, merci, Madame Charbonneau. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. On va faire un petit topo de la vaccination pour notre belle région. Donc, au niveau de la 3e dose, on a présentement 62 822 doses d'administrées en Abitibi-Témiscamingue qui nous donne une couverture vaccinale de 45 % comparativement au Québec qui est à 36 %. Donc, on est très content de l'adhésion de la population et on vous encourage à poursuivre dans ce sens. Peut-être préciser aussi, là, vous voyez les données pour la première dose et on a atteint le 90 % aujourd'hui pour les premières doses en Abitibi-Témiscamingue. Et je tiens à noter une augmentation considérable dans les 2 dernières semaines, comparativement entre 200 et 250 doses par semaine qu'on administrait pour les premières doses en Abitibi-Témiscamingue. On a passé dans les 2 dernières semaines environ 650 par semaine, donc ce qui est une belle augmentation. Au niveau du calendrier de vaccination, dans le fond, actuellement, les gens de 18 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour soit une première, soit une deuxième ou une 3e dose. Il y a des plages disponibles dans l'ensemble de nos sites et à partir de 5 ans, bien sûr, peuvent prendre un rendez-vous pour une première ou pour une 2e dose en respectant, bien sûr, les intervalles. Concernant le sans rendez-vous, peut-être préciser certaines choses en lien avec le sans rendez-vous. C'est certain que dans les dernières semaines, on a eu beaucoup de températures froides qui a fait en sorte que ça a été difficile là, pour certains membres de la population en sans rendez-vous. Je veux juste préciser à la population que quand on offre du sans rendez-vous dans les sites de vaccination, ce n'est pas des plages uniquement de sans rendez-vous. Donc, il y a au travers des rendez-vous de disponibles. Là, pourquoi qu'on le fait de cette façon, c'est qu'on veut s'assurer que notre personnel soit efficient et qu'on vaccine le plus de nombre de personnes possible. Donc, au travers les rendez-vous, on insère des sans rendez-vous selon l'horaire qui est publié sur notre site. Donc, on demande un petit peu la patience aux gens. Et effectivement, c'est sûr qu'on encourage les gens à prendre rendez-vous. Beaucoup plus facile pour tous d'avoir un rendez-vous et le délai d'attente est toujours moins long quand on a un rendez-vous. Au niveau de la vaccination des enfants, ce week-end, on va commencer à vacciner les 2e doses pour les gens qui ont atteint les 56 jours là, pour nos 5-11 ans dans les sites de vaccination. Donc, ce week-end, on aura plusieurs secteurs qui aura de la vaccination pour les 2e doses. Une précision aussi, on a beaucoup de questions concernant les gens qui ont fait la maladie, qui soient confirmés par un test STAN ou par un test positif. Je tiens à préciser que pour les premières et les 2e doses, on doit attendre un délai de 56 jours suite à l'infection. Donc, si j'ai eu ma première dose et que je m'attendais à avoir ma 2e dose la semaine prochaine et que malheureusement, j'ai fait la maladie là, le 1er janvier, donc je dois attendre 56 jours à partir du 1er janvier pour aller chercher ma prochaine dose. La seule dose qu'on respecte l'intervalle de 3 mois, c'est dans le fond, la 3e dose, qui est la dose de rappel. À ce moment-là, les gens qui ont fait la maladie entre la 2e et la 3e, s'ils le désirent, peuvent tout de même venir chercher leur 3e dose en respectant le 3 mois et bien sûr en respectant d'avoir terminé la maladie, c'est-à-dire plus de symptômes et l'isolement est aussi terminé. Un petit commentaire aussi concernant les contacts avec des cas positifs. À l'arrivée dans les sites de vaccination, on va vous poser la question si vous avez été en contact avec un cas positif. On apprécie la franchise de la population, mais malheureusement, les gens qui ont été en contact avec un cas positif, ça doit faire 10 jours avant de venir en site de vaccination. Donc, si c'est le cas, ne vous présentez pas en site de vaccination, appelez la centrale ou déplacez votre rendez-vous pour que ça fasse 10 jours du contact avec le cas positif. Pour quelles raisons qu'on fait ça? La première, on ne veut pas contaminer notre site parce qu'on veut poursuivre la vaccination pour la population. La deuxième, les symptômes peuvent quand même apparaître dans les 5 jours suivant les premiers 5 jours.
Et si c'est le cas et que vous auriez été vacciné, l'efficacité du vaccin ne serait pas au rendez-vous. Donc, on vous invite à respecter le 10 jours avec le contact d'un cas positif. Bien sûr, on ne se présente pas en site non plus si on a des symptômes de la COVID. On vous pose aussi cette question-là. Au niveau des codes QR, je tiens à préciser que le passeport vaccinal n'exige toujours pas la 3e dose là, pour qu'on soit considéré adéquatement vacciné. Par contre, les gens qui désirent avoir leur code QR, je vous rappelle que vous pouvez appeler à la centrale téléphonique au 1-877-644-4545. C'est le même rendez-vous que pour prendre, le même numéro, c'est-à-dire que pour prendre rendez-vous. Et via cette centrale-là, vous allez pouvoir transmettre vos informations pour qu'on puisse vous acheminer votre code QR, soit par courriel ou soit par la poste. Vous pouvez aussi vous-même aller le chercher sur le portail. En allant sur notre site Internet, vous avez un lien pour aller sur le portail pour télécharger vous-même votre code QR, l'installer sur votre application VaxiCode ou le télécharger et l'imprimer vous-même. C'est aussi une possibilité. Dernière petite information concernant les questionnements sur la vaccination. On a encore beaucoup de personnes qui se questionnent sur l'efficacité des vaccins, etc., pour divers âges, entre autres aussi pour les enfants. Je tiens à rassurer la population, c'est normal de se poser des questions. Dans le fond, ça démontre une intelligence là, de bien comprendre ce qui se passe. Par contre, je voudrais vous dire que sur québec.ca, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être utiles pour vous. Puis, il y a aussi un reportage à découverte documentaire qui a passé ce week-end, que nous avons publié sur notre site Internet, que vous pourrez écouter, qui est quand même très intéressant et très accessible aussi pour la population. Donc, je vous invite à l'écouter, ça peut répondre à beaucoup de questionnements de votre part. Donc, j'ai fait le tour des informations, ça va me faire plaisir de répondre à des questions s'il y en a. Nous en sommes à la période de questions. Alors, représentant des médias, je vous invite à adresser vos questions, toujours en indiquant à quel porte-parole vous souhaitez vous adresser. Première question, Mme Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Bonjour à tous. La question est probablement pour Dr Aumont. On a vu donc qu'il y aurait moins de services dans les CLSC ruraux d'Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on doit en conclure que c'est une conséquence là, du nombre d'hospitalisations plus élevées qu'on a dû déplacer du personnel? Et est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres changements, d'autres endroits où on va peut-être couper des services là, dans les prochaines semaines? Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on s'attend à couper d'autres services. Les services essentiels, les services critiques sont maintenus, même les services ambulatoires. Effectivement, tout ce qui peut être un peu reporté va être reporté. On pense qu'avec ce qu'on a actuellement comme personnel, s'il n'y a pas d'autres isolements, s'il n'y a pas d'autres maladies, on va être en mesure de passer à travers la 5e vague dans l'état actuel des choses et avec une amélioration à venir. Depuis l'application du plan de contingence à l'automne dernier, en fait, il avait été convenu que les services là, au point de service laissés en milieu rural, là, notamment du côté de Rouyn-Noranda, ne pourraient être assumés que par des infirmières retraitées. Alors, malheureusement, là, les infirmières retraitées qui ont prêté main forte à l'organisation pour maintenir ces services n'ont pu maintenir l'offre de service, ce qui explique la situation. Prochaine question. RNC Média, je vous invite à vous nommer puis à adresser votre question. Oui, bonjour, Anthony Dallaire, RNC Média. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Oui, parfait. Ma question serait pour le docteur Sobanjo. Avec les récents assouplissements qu'il y a eu du côté de l'Ontario en ce qui concerne notamment les salles de restaurant, puis est-ce que vous craignez peut-être un déplacement des régions vu l'absence d'assouplissement du côté de Québec et vu que nous sommes sur la frontière entre l'Ontario et le Québec? Merci pour votre question. Quand j'ai mentionné, c'est à nous. Les personnes qui sont hospitalisées, c'est nos proches, c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos familles. Les personnes qui décèdent aussi, malheureusement, c'est des gens de chez nous. Donc, si on veut protéger les personnes vulnérables, ça nous appartient. Tout le monde doit jouer son rôle. Donc, si les gens fréquentent les endroits où on sait, parce que nous, avant pendant une période de fête, avant les fermetures de ce salle, vous avez vu passer qu'on a fait des annonces des fois pour des gens, pour informer si vous avez fréquenté un tel milieu, vous devrez
faire attention à aller se faire dépister et s'isoler parce qu'il y a des cas qui ont été confirmés. Donc, on sait, ça a été bien documenté que ces milieux-là, malheureusement, sont des milieux où il y a une transmission plus élevée. Et avec le variant Omicron, c'est sûr que la transmission va être encore plus rapide. Donc, pour l'instant, je rappelle, je sais que c'est pas facile et je comprends pour les entrepreneurs et ceux qui ont ces milieux-là que c'est difficile pour eux au Québec. Mais on fait tout ça avec un objectif pour protéger notre région, pour protéger notre population. Donc, on ne va pas être plus avancé si on commence à tricher en allant dans des endroits et ramenant l'exposition encore dans la communauté. Donc, c'est important que tout le monde collabore et qu'on passe à travers. On espère que ça ne va pas être encore pendant longtemps. On espère que dans les prochaines semaines, tranquillement, la 5e vague va se stabiliser et par la suite, on va pouvoir réouvrir ou amener des assouplissements dans la communauté. J'enchaîne avec une question d'un auditeur qui demande, Mme Châteauvert, à quel moment les enfants de 12 ans et plus pourront-ils recevoir une 3e dose de vaccin? Bonjour, merci pour votre question. En fait, actuellement, les jeunes de 12 à 17 ans ne sont pas visés par la dose de rappel, car selon les données que nous avons pour le moment, leur vaccination à 2 doses est entièrement efficace. Donc, Santé Canada n'a toujours pas, dans le fond, pris position là, pour une dose de rappel pour cette population-là. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que les jeunes de 12-17 ans avec 2 doses sont efficacement protégés. Oui, ma question est à nouveau pour Dr. Aumont concernant les 40 hospitalisations qu'on a en ce moment. Donc, vous l'avez dit, c'est un sommet depuis le début. Comment on s'en sort? Est-ce qu'il y a des milieux, des MRC où c'est plus problématique? Bref, comment on y arrive là, à faire face à ce nombre plus élevé d'hospitalisations? Bien, comme je le disais, les 40 patients ne sont pas tous des patients qui n'auraient pas été hospitalisés s'il n'y avait pas eu la COVID. Donc, il y en a à peu près la moitié. Donc, c'est un surplus net par rapport. On donne toujours l'exemple d'une personne qui vient accoucher et qui est COVID. Elle serait venue accoucher quand même. Donc, ça reste que c'est comme un mois de janvier, c'est serré. Et il y a eu effectivement du délestage des activités, notamment des activités chirurgicales qui permettent de remplacer le personnel sous unité de soins qui est en isolement ou qui est malade de la COVID pour faire face à cet achalandage-là. L'autre chose, ben, notre service de prévention et contrôle des infections surveille vraiment l'ensemble des règles d'isolement pour permettre de maximiser le parc de lits, pour ne pas laisser des lits fermés. Donc, on réussit avec un contrôle pluricotidien à faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, que le personnel soit en mesure de prendre charge de l'ensemble de la clientèle, tant COVID que non COVID. Oui, et ma question serait encore pour Mme Sobanjo. En fait, on a appris par une source anonyme que depuis certaines semaines, dans certains établissements de santé comme le CHSLD à Macamic, le personnel n'aurait plus le droit de boire sur les étages, mais qu'il doit se rendre dans les aires communes, puis il leur est fortement conseillé de boire rapidement leur bouteille d'eau. La raison, ce n'est pas pour éviter la contamination, mais plutôt parce que le masque N95 fourni serait à usage unique. Et ma question serait à savoir, quelles sont les réelles règles d'application des masques N95 et est-ce que nous sommes dans une situation de pénurie qui légitimise ce genre de pratique? Bonjour, merci beaucoup pour votre question. L'enjeu n'est pas un enjeu de pénurie, c'est une efficacité et c'est un moyen de protéger le milieu. Je vous explique pourquoi. Le masque N95, c'est pas comme le masque de procédure qu'on utilise. Le masque de procédure, on peut l'enlever et le placer dans un plastique ou dans un contenant et lorsqu'on va le remettre sur notre visage, il va garder sa forme. Mais le N95, dès qu'on l'enlève, ça se collapse, là, donc ça ne garde pas la forme, de sorte que l'intérieur et l'extérieur se touchent. De cette manière, si on le remet, on contamine nos visages. Donc, quelqu'un qui doit
manipuler et le plus qu'on a à le manipuler, plus qu'on augmente le risque. Vous savez qu'à chaque fois qu'on touche nos visages, touche nos yeux et nos bouches et tout, ça augmente le risque de contamination. Donc, c'était plus une consigne pour essayer de limiter la manipulation et le fait que les gens doivent enlever tous les 5-10 minutes le masque et aller chercher un autre. C'est pas un enjeu de pénurie, c'est plus une pratique de prévention et de contrôle d'infection. Cela dit, les gens peuvent aller prendre une bouchée. On n'est pas en train de dire qu'ils se déshydratent, mais c'est juste pour qu'ils aient cette habitude, parce qu'avec le masque de procédure, les gens avaient d'habitude de l'enlever, de le remettre, mais de leur aider à adopter de nouveaux comportements en lien avec le nouvel type de masque qu'ils doivent porter maintenant. Madame Luneau? Oui, petite question d'ordre plus technique parce qu'on a reçu plusieurs commentaires cette semaine à l'effet que on ne comprenait pas comment était calculé le taux de positivité des tests parce que quand on fait le calcul entre le nombre de tests que vous réalisez puis le nombre de cas positifs puis le pourcentage qui est mis dans les données, ça concorde souvent pas. Bref, comment est calculé le taux de positivité des tests? Donc, merci beaucoup pour votre question. Parce que lorsqu'on dit le nombre de nouveaux cas, les cas qu'on a confirmés pour la journée, des fois, il y en a qui sont rentrés en fin de journée la veille. Il y en a qui se fait, donc, c'est pas la même journée de prélèvement. Des fois, la même personne, il va faire son prélèvement aujourd'hui, il va passer dans le clinique de dépistage et la journée même, le résultat sort. Il rentre dans le même 24 heures. Alors que quelqu'un qui passe en fin de journée et des fois, le résultat va aller le lendemain, il n'est pas compté. Donc, il y a des nuances là-dedans. Aussi, les nouveaux cas confirmés sont des cas déclarés par plusieurs laboratoires. Donc, ce ne sont pas uniquement les cas qui ont été testés ici chez nous. C'est plus aussi, ça inclut aussi, par exemple, quelqu'un de l'Ontario nous déclare un cas ou quelqu'un de Montréal nous envoie un laboratoire, une déclaration. Donc, des fois, c'est en retard. Donc, il ne faut pas utiliser ça pour faire des calculs. Il y a un calcul spécial ou spécifique qu'on utilise et c'est pour ça qu'on a déjà fait les calculs et on vous les présente. L'intérêt de vous présenter ça, c'est juste pour vous donner un indice que c'est pas parce que des fois, lorsqu'on fait moins de tests, les gens peuvent dire, oh, mais tout est positif. Mais le pourcentage des tests qui sont positifs nous donne une idée combien de personnes qui ont été dépistées n'ont pas la COVID. Donc, c'est juste pour nous aider comme un indicateur pour mesurer les niveaux, les taux de contamination chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Mais ce n'est pas exact 24 heures par 24 heures. Il y a des chevauchements. Madame Luneau, votre main est toujours levée. Aviez-vous une dernière question? Moi, je croyais l'avoir baissé, mais je peux peut-être poser une dernière question à Dr. Sobenjo. On a su aujourd'hui donc qu'il n'y aurait pas d'assouplissement à court terme au Québec dans les mesures sanitaires, malgré que la pression commence à monter à plusieurs endroits. Tout ça suite à l'avis de la santé publique. Je sais que vous êtes consulté les directions régionales. J'aimerais avoir votre avis. Doit-on ou non assouplir les règles sanitaires au Québec? Bonjour, avec tout ce que je viens de vous présenter, avec un taux de positivité de 20%, avec 40 personnes qui sont hospitalisées, avec le nombre de décès que nous avons eus et le fait qu'actuellement, nous avons 18 éclosions, majoritairement dans le milieu de soins et le milieu de vie, où il y a des personnes vulnérables et dans lesquelles on ne sait pas qu'est-ce que nous attend dans les prochains jours, semaines. Je suis d'avis que ce n'est pas encore le temps d'assouplir. Il faut au moins voir la tendance avant de commencer à faire ça de façon sécuritaire. Ça complète le point de presse du jour. Merci énormément aux porte-parole, aux représentants des médias, à la population d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite à être présent avec nous au prochain point de presse qui aura lieu mardi, le 25 janvier à 15h. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Thank you.